Donc, rebonjour et bienvenue à cette deuxième capsule qui concerne le chapitre 6. Comme j'avais mentionné dans la première, le chapitre 6 se sépare comme en deux parties et voici là, la capsule qui va traiter de la deuxième partie du chapitre 6 qui traite en fait de ce qu'on appelle les propriétés périodiques. Donc, je vais faire quelques définitions, puis ensuite de ça, je vais vous montrer là, comment varient ces propriétés-là. Puis c'est toujours en regard avec la configuration électronique. Donc, naturellement, on n'a pas appris à faire ça pour rien, là. La disposition des électrons vont justement va avoir un impact sur les propriétés périodiques. Donc, allons-y. Quelles sont ces propriétés-là? Donc, quelques petites définitions. Comme je disais, à l'aide des propriétés des configurations électroniques, là, ce qu'on peut faire, c'est prédire le comportement des atomes, certains comportements, je dirais. Là. Puis quand on dit périodique, en fait, c'est que le tableau même porte ce nom-là, le tableau périodique, parce que les propriétés sont comme récurrentes. Donc, vont revenir là, dans une même famille chimique qu'on va visualiser comme une colonne du tableau périodique. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que les éléments qui sont dans la même colonne du tableau vont avoir des comportements qui sont similaires. Puis, ce qui cause ça majoritairement, c'est parce que la configuration de leurs électrons est à peu près la même, là. En tout cas, à tout le moins, là, ce qui a trait aux électrons de valence. Donc, les configurations de valence sont identiques là, dans une colonne du tableau périodique. Les quatre propriétés qu'on va regarder, je vais vous les nommer ici, puis peut-être que ça vous dira pas grand-chose pour l'instant, mais ne serait-ce que la taille des atomes, on va pouvoir prédire le sens de variation de la grosseur des atomes. Est-ce que ça grossit ou ça diminue là, si on va vers la droite ou la gauche dans le tableau périodique? On va regarder une propriété qui s'appelle l'énergie d'ionisation. Donc, je ferai les définitions là, complètes plus tard. Une autre propriété qui s'appelle l'affinité électronique. Et une dernière propriété qui va s'appeler l'électronégativité. Donc, c'est ce qu'on va regarder comme propriété. Cependant, ce qu'on remarque dès le début, puis je crois que c'est mieux de commencer par ce concept-là, c'est que toutes ces propriétés-là sont reliées ensemble par un facteur, ou en fait là, quelque chose là, qu'on peut analyser de façon plus large. Et justement, bien, le lien là, qui existe, c'est ce qu'on appelle la charge nucléaire effective. C'est donc une définition qu'il faut mettre sur pied dès le départ. C'est quoi la charge nucléaire effective? Ce que vous avez, en fait, la manière qu'il faut essayer de visualiser ça, c'est considérer premièrement un électron de valence, un électron périphérique. Okay? Donc, un électron qui se retrouve sur la dernière couche d'un atome donné. Cet atome-là, il est à une distance précise du noyau. Puis, ce qui définit sa distance précise avec le noyau, en fait, ça dépend de deux facteurs. Donc, c'est comme je dis ici, là, la distance qui sépare du noyau va dépendre de deux facteurs. Puis ces deux facteurs-là sont en opposition l'un avec l'autre. La première raison pour laquelle l'électron de valence reste à l'intérieur de l'atome, c'est qu'il est attiré par la charge positive du noyau. Donc, naturellement, là, il est attiré vers le centre. Et ça, c'est causé par le fait que l'électron est chargé négativement et que le proton est chargé positivement. Donc, à ce moment-là, vous avez une attirance électrostatique là, qui est entre les deux. Donc, ça, c'est ce qui fait que l'électron a tendance à rester dans l'atome, mais il est contrebalancé par un autre effet. Donc, le même électron, il va subir, en fait, la répulsion des autres électrons qui se trouvent dans le chemin entre lui-même et le noyau. Donc, comme je vous dis, ces deux effets-là sont contradictoires parce que le premier effet, c'est une attirance et le deuxième effet, c'est une répulsion. Naturellement, il faut absolument que l'attirance soit plus grande que la répulsion si on veut que l'atome soit stable, si on veut que les électrons restent à l'intérieur de l'atome. Mais quand on fait le bilan de ces deux facteurs-là, c'est comme j'écris ici, là, la résultante de ces deux effets contradictoires, bien, on va s'appeler, en effet, la charge nucléaire effective, qu'on va appeler ZF. Donc ici, si on s'arrête au mot, là, c'est la charge nucléaire qui va vraiment être perçue par l'électron de valence une fois qu'on va enlever, soustraire la répulsion des électrons qui se trouvent entre lui-même et le noyau.
Naturellement, c'est peut-être intéressant d'avoir une image, puis ici, ben, je suis désolé, là, j'ai cherché des images en français, puis il n'y en avait pas des aussi claires. Donc ici, malheureusement, là, l'image est en anglais, mais bon, il n'y a pas grande traduction à faire, là. Vous avez ici un atome de phosphore. L'atome de phosphore a un noyau 15+. Il y a 15 protons à l'intérieur. Et un atome de phosphore neutre va avoir 15 électrons. Donc, si vous comptez les petits « et », là, vous allez arriver à 15. La manière qu'on essaie de visualiser ça, c'est qu'on va imaginer les électrons de valence, ceux qui sont sur la dernière couche ici, comme étant pas mal indépendants les uns des autres. Okay? Fait qu'on va se concentrer comme sur un électron, qu'est-ce qu'il ressent en tant que tel. Et l'électron qui est ici ressent une attirance vers le noyau qui contient 15 protons, mais si vous regardez, là, c'est écrit ici en bleu là, et vert, là, la couche numéro 2 contient 8 électrons. Okay? Si on les compte, là, il y en a 8 sur la couche numéro 2. Bien, c'est comme si ces électrons-là, ces 8 électrons-là, annulaient 8 protons en termes de force. Donc, c'est écrit ici, là, la couche numéro 2 va comme blinder, on peut appeler ça un effet de blindage ou un effet d'écran, hein, c'est peut-être même le mot qu'on va prendre, là, va représenter un écran de 8 électrons et ça va annuler 8 protons à l'intérieur du noyau. Naturellement, ça ne les fait pas disparaître. Là. Ici, on parle d'annuler la force d'attraction qui équivaudrait à 8 protons. Donc, en fait, si la couche numéro 2 annule la force de 8 protons, et la couche numéro 1, qui a 2 électrons, annule la force de 2 protons, bien, qu'est-ce qui me reste comme force réelle pour le noyau, pour aller chercher l'électron qui est plus loin? Bien, c'est le petit calcul là, simple que vous avez ici. On dit la vraie charge du noyau, en fait, c'est 15, là, à laquelle on va soustraire les électrons, on dit inner shell, ça veut dire les électrons qui sont internes à l'intérieur. Bien, si on les soustrait, ça fait 15 moins 10. La vraie force du noyau que l'électron de valence ressent, c'est comme si c'était l'équivalent d'un plus 5. Donc ça, c'est ce que notre électron de valence là, va subir comme charge effective. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie là, de visualiser ceci. Puis, ben ça, c'est pour un atome en tant que tel. Mais si on regarde maintenant une série d'atomes, okay, fait que je vais à la prochaine diapo, et si on regarde la deuxième ligne du tableau périodique, donc vous avez ici, j'ai mis du lithium au fluor, j'ai pas mis les gaz rares parce que les gaz rares ne participent pas aux réactions chimiques, donc bien souvent on regarde pas c'est de leurs propriétés parce qu'il y en a pas beaucoup, là, ils ont très peu de propriétés de réaction. Donc on va regarder les électrons et les protons qui sont présents du lithium vers le fluor. Si on regarde les noyaux, bien vous allez avoir un noyau qui est de plus 3 pour le lithium et ça monte graduellement jusqu'à plus 9 vers le fluor. Ce qu'il faut regarder aussi, on va se servir, comme je vous disais, des configurations électroniques que j'ai écrites ici en bas. Les configurations électroniques ici vont nous parler. Hein. Ce qu'on va voir, c'est que le lithium, beryllium et bore, et ainsi de suite, hein, possèdent des électrons de valence hein, qui sont sur la couche numéro 2. Si vous vous souvenez, les électrons de valence, là, c'est les N les plus élevés. Donc, le lithium a un électron de valence, le beryllium en a 2, et ainsi de suite, là, jusqu'à 7 électrons de valence pour le fluor. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que chacune de ces configurations électroniques ont une constante. C'est un écran qui est constitué de la première couche, qui est toujours de 2 électrons. Donc, l'écran, dans une ligne du tableau périodique, va être constant, parce que le nombre d'électrons de cœur ne change pas. Les électrons de valence varient en nombre, mais si vous vous souvenez, on considère là, pour l'effet le Z effectif, là, que chaque électron de valence est comme pris séparément, puis on analyse la force qu'il sent lui-même. Donc à ce moment-là, si j'ai un noyau qui est positif, comme c'est écrit ici, et comme je viens de dire, chacun de ces atomes-là a le même écran, on se ramasse avec un écran de moins 2 pour chacun des atomes qui est ici. Bien, la charge effective, c'est le calcul charge du noyau moins l'écran. Donc, on fait 3 moins 2 pour ce qui est du lithium, et on fera 9 moins 2 pour ce qui est du fluor. Bien, avec un calcul savant, on arrive à ceci. Hein. Donc, à ce moment-là, vous avez ici la variation de la charge effective
sur la ligne numéro 2 du tableau périodique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est plus on va vers le fluor, on va avoir une charge effective plus grande. Ça veut dire que les électrons de valence du fluor ressentent une force d'attirance nettement plus grande que les électrons, ou l'électron, je devrais dire, là, de valence du lithium. Donc, l'électron de valence du lithium est moins attiré. Les électrons de valence du fluor sont plus attirés vers le centre de l'atome en tant que tel. Quelles seront les conséquences? Ben, c'est là qu'on peut commencer à parler des propriétés périodiques. Là. Fait que si vous regardez ici, je commence à parler des conséquences. Donc ça ici, c'est ce que je viens de mentionner. Plus on va voir le fluor, plus la charge effective va augmenter. Donc les électrons de valence vont se sentir attirés vers le noyau, vers le centre de l'atome, là, de façon beaucoup plus efficace pour ce qui est du fluor. Donc à ce moment-là, on va regarder c'est quoi l'effet sur les propriétés périodiques. Et ce que ça va faire, c'est que si on a une plus grande attirance du noyau, ça va provoquer, entre autres, la diminution de la taille de l'atome. Donc, plus les électrons de valence sont attirés, plus ils vont s'en aller vers le centre, ce qui va faire rapetisser l'atome. Donc, ça sera un peu curieux. Là, je vais revenir aussi dans le détail quand je vais vraiment détailler la propriété de la taille atomique, là. Mais on a l'impression que quand on grossit le chiffre de l'atome, là, hein, on s'en va vers la droite, là, bien, on a l'impression que les atomes deviennent de plus en plus gros, alors que c'est le contraire. Ils deviennent de plus en plus petits, puisque leur charge effective est plus efficace. Donc, le lithium est un atome plus volumineux que le fluor, même si la masse molaire est plus grande pour le fluor. Là. Donc, le fluor est un atome qui est plus compact. Donc, ça va diminuer la taille de l'atome là, si on a une plus grande attirance du noyau. Ensuite de ça, pour les autres propriétés, bien, si j'ai une grande attirance du noyau, bien, ça va se traduire en une difficulté à arracher des électrons à l'atome en tant que tel. Dans le jargon, on va dire que l'atome va avoir une plus grande énergie d'ionisation. Donc, ça va prendre plus d'énergie pour lui arracher un électron. À l'inverse, des atomes qui ont une grande charge effective vont avoir une plus grande facilité à attirer les électrons qui proviennent de l'extérieur. Donc, accepter des électrons qui proviennent de l'environnement externe. Et dans le jargon, ça se traduit en disant que ces atomes-là ont une grande affinité électronique. Le mot affinité veut dire capacité d'accueil. Là. Donc, une grande affinité d'accueillir, une grande capacité d'accueillir les électrons qui viennent de l'extérieur. Et une dernière propriété qui s'appelle l'électronégativité, qui est un petit peu moins évidente à visualiser. Normalement, vous la connaissez pas beaucoup rendu à ce moment-ci. L'électronégativité, c'est une attirance électronique dans un contexte particulier, dans le contexte d'une liaison covalente. Donc, on verra que dans une liaison covalente, même quand il y a un partage électronique, le partage électronique est rarement fait à 100%, à 50-50, je devrais dire, donc c'est-à-dire là, un partage égal-égal. Il y a souvent un atome qui a plus tendance à attirer des électrons de son côté que l'autre dans une liaison chimique. Et la capacité à attirer les électrons de son côté, c'est ce qu'on appelle l'électronégativité, quand cette attirance-là est mise dans le contexte d'une liaison covalente. Donc souvent, j'entends les étudiants dire « Ouais, mais l'affinité électronique et l'électronégativité, c'est pas la même. C'est la même affaire. » Je dis non, il y a une subtilité entre les deux. Attirer les électrons, ça c'est pour ce qui est de l'affinité électronique, c'est pour un atome seul qui va devenir un ion négatif. Donc comme Cl qui devient Cl-. Donc Cl- existe parce que le chlore a une grande affinité électronique. Alors que dans un contexte de liaison covalente, d'habitude, on met pas de charge vraiment, là, et c'est vraiment dans un contexte moléculaire. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il y a une subtilité entre les deux. Ceci étant dit, regardons ces propriétés-là avec un petit peu plus de détails. Vous avez ici, là, je commence par la taille ou le rayon atomique, là, donc la grosseur des atomes. Donc, comme on disait, là, plus qu'on s'en va vers la droite dans une ligne du tableau périodique, plus la charge effective va être grande. Donc, tantôt, le fluor avait une ZF plus grande que le lithium. Bien, comme on disait, la taille des atomes va diminuer en s'en allant vers la droite. Sur mon petit dessin ici, on voit qu'il grossit en s'en allant vers la gauche. Là. Donc, ça dit la même chose, là, mais d'une autre façon. Et
ça, c'est pour ce qui est de l'effet gauche-droite de la grosseur des atomes. Naturellement, on peut s'attarder à l'effet haut et bas. Bien, quand on est dans une colonne, puis qu'on descend dans le tableau périodique, la taille des atomes va augmenter de façon significative parce qu'on va ajouter des couches électroniques. Donc, bien souvent, même, là, la variation dans une colonne est très, très marquée parce qu'on ajoute des couches électroniques, donc ça va être de plus en plus gros en s'en allant vers le bas. Et ça va diminuer la taille en s'en allant vers la droite parce que la charge effective devient de plus en plus grande, donc les électrons sont de plus en plus attirés vers le centre. Donc ça, c'est pour ce qui est de la variation. C'est une façon d'expliquer pourquoi le fluor a une taille plus petite que le lithium, donc avec la charge effective. Donc ça, c'est une première chose par rapport à la taille des atomes. Ça, c'est des atomes neutres du tableau périodique. Si on parle des ions, donc les ions, c'est-à-dire des espèces chargées, puis on peut ramener ceci, vous allez voir dans les exercices, il y a beaucoup de jeux de comparaison. Bien, une première chose qu'on peut se dire, c'est que la taille d'une espèce chimique, là, donc atome ou ion, là, la taille d'une espèce chimique va être définie par le ratio entre le nombre de protons et d'électrons qui sont présents. Okay? Normalement, quand on a un atome neutre, le nombre d'électrons et de protons est égal, mais quand on a des ions, le nombre d'électrons varie. Hein? Alors, le ratio là, entre le nombre de protons et le nombre d'électrons peut varier. Et à ce moment-là, on va dire que si le nombre d'électrons dépasse le nombre de protons, ça c'est dans le cas d'une charge négative, okay? Bien l'espèce chimique va grossir par rapport à un atome neutre, là, parce que le noyau il va avoir plus d'électrons à sa charge, si on veut, là, plus d'électrons à retenir, puis il doit diviser son attention sur plus d'électrons, et ces électrons-là vont avoir tendance à s'en aller un petit peu plus loin. Donc c'est le ratio là, d'électrons est un peu trop élevé, puis l'espèce chimique va grossir en taille à ce moment-là. À l'inverse, si le nombre d'électrons est inférieur au nombre de protons, bien l'espèce chimique va tendance à rapetisser. Donc à ce moment-là, le noyau il va être plus efficace à retenir un nombre d'électrons qui est plus petit. Et ça va permettre là, de les garder plus proches. Donc ça va rapetisser l'espèce chimique. Une analogie qu'on peut prendre pour ceci, que je fais souvent en classe avec mes étudiants, c'est l'analogie du chien de berger. Donc ici, vous avez un chien de berger. Donc je vous présente Pablo, le border collie. Donc c'est mon chien. Okay? Donc, je prends l'analogie depuis plusieurs années, là, depuis que j'enseigne, mais le hasard a voulu que dans les deux dernières années, j'ai vraiment chez moi un chien de berger. Là. Donc un border collie, c'est des chiens qui sont utilisés habituellement pour rassembler le bétail. Donc le mien fait pas ça parce qu'on n'a pas de bétail, mais quand même, il y a des traits caractéristiques là, très évidents pour ce genre de travail, entre autres en rassemblant les enfants dans une même pièce ou en courant après les autos dehors, ça c'est un petit peu dangereux. Il a tendance à les voir comme du bétail et puis à vouloir les ramener à la maison. Donc, ces chiens-là sont très, 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 très brillants là, et ils sont aussi très efficaces à rassembler des ensembles là, le plus proche possible. Si on essaie de faire l'analogie entre mon chien Pablo et ce qu'on a dit par rapport aux électrons et tout, c'est que le nombre de protons dans le noyau, on peut comparer ça à l'efficacité du chien, donc à sa capacité à ramener les moutons vers lui. Okay? Donc, à ce moment-là, le nombre de protons, là, plus il y a de protons, plus que le chien est efficace. Et le nombre d'électrons, en fait, c'est vraiment le nombre de moutons qu'il y a à rassembler. Fait qu'imaginez un petit chien qui est pris comme ça. Bien, plus le chien va être efficace, plus les moutons vont être rassemblés vers lui. Donc, ça, c'est, entre autres, surtout s'il est comme surnuméraire ou surefficace par rapport au nombre de moutons qu'il y a à ramener. Et en fait, s'il y a trop de moutons, à un moment donné, le chien, lui, est moins capable de les garder, et ces moutons-là risquent de s'éloigner un peu plus. Donc, c'est comme je vous dis, là, c'est une question de ratio. Dans les atomes, les noyaux, ils ont une efficacité qui est fixe, et c'est toujours le ratio avec le nombre d'électrons là, qui est important de vérifier s'il est capable de les garder proches ou si les électrons vont avoir tendance à s'en aller. Fait que c'est un petit peu l'idée de l'analogie du chien. Donc, comme je vous dis, le petit Pablo est très, 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 très énergique là, à faire ceci. Puis vous avez ici quelques autres photos. Ici, je crois qu'il avait vu un écureuil là, qui était très intéressé à aller voir où est-ce qu'il s'en allait. Donc, pendant sa promenade, il avait spoté quelque chose. Vous avez ici, ça se repose aussi des fois, là, ces chiens-là. C'est plus rare, mais ça se repose aussi. Donc, vous l'avez ici qui dort. Et
une belle photo ici qui, bon, il est avec les chats là, et une belle photo qui peut aussi nous amener vers l'explication de l'effet d'écran, parce que si vous avez le chien ici qui représente le noyau, et vous avez le chat blanc qui, lui, représente l'électron de valence, bien on voit que le chat noir et blanc ici fait vraiment un effet d'écran, hein. Il a tendance à vouloir éloigner là, les électrons de valence et le noyau par sa présence. Donc ça ici, ça crée une répulsion entre l'électron de valence et le noyau en tant que tel. C'est un bon timing de photo, là, on s'entendra pour ceci. Heureusement, les chats sont dégriffés, donc Pablo peut se mettre le nez là sans aucun problème, là, il se fait pas blesser. Donc à ce moment-là, pour ce qui est de l'analogie, bien ça fonctionne comme ceci. Si je traduis ça avec en fait des ions, c'est que on va dire qu'un anion va être plus volumineux que l'atome neutre dont il provient. Donc, par exemple, le Cl- qui a 18 électrons et 17 protons, va être plus volumineux que le Cl tout court, qui lui a 17. Là. Donc, puisqu'il y a un électron de plus, ça va être plus volumineux. Et à l'inverse, un cation va être moins volumineux que l'atome neutre dont il provient, comme le sodium. Donc, l'ion Na+, qui a 10 électrons, 11 protons, va être moins volumineux que le sodium tout court, qui est 11-11, parce qu'en ayant moins d'électrons, c'est plus facile là, de les ramener vers le centre. Donc ça, c'est pour ce qui est de la variation de la taille des ions. Faut remarquer que c'est toujours en comparaison. Hein? On peut pas juste dire est-ce que Na+ est petit? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut demander est-ce que Na+ est plus gros ou plus petit qu'autre chose. Et avec la comparaison du nombre d'électrons et de protons, là, on est capable de fournir une réponse. Donc, ce sont des questions souvent comparatives là, que vous allez avoir dans les exercices sur ce genre de sujet. Un dernier aspect au niveau de la taille des espèces chimiques, c'est quand on parle d'espèces isoélectroniques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est isoélectronique, le préfixe iso là, veut dire pareil. Là. Donc, ça veut dire que c'est des atomes, pas des atomes, oui, mais je dirais des espèces chimiques qui ont le même nombre d'électrons. Par exemple, hein, je vous dis que c'est comparatif. Là. Si je regarde la série suivante, S2-, Cl-, argon, K+, et Ca2+, bien, ces espèces chimiques ici possèdent tous les espèces possèdent toutes là, le même nombre d'électrons. Donc, si on fait la configuration électronique de S2- jusqu'à Ca2+, on va se rendre compte qu'ils ont tous 18 électrons. Donc, le nombre d'électrons ici est constant, mais qu'est-ce qui varie? C'est que du soufre au calcium, c'est le nombre de protons qui varie pour chacune des sortes d'atomes. Là. Donc, ils ont respectivement de 16 à 20 protons dans leur noyau. Donc, à ce moment-là, toujours selon le ratio électrons et protons, ce qu'on voit ici, c'est que la taille va diminuer du S2- vers le Ca2+, parce que le noyau va être de plus en plus efficace là, à attirer des électrons, les 18 mêmes électrons, si on veut, là, quand on s'en va vers le calcium, qui a 20 protons, au lieu du soufre, qui en a 16, et qui est un petit peu là en ratio déficitaire, là, le noyau du soufre, parce que c'est 16 pour 18, et à ce moment-là, ben, il y a plus de misère à les garder proches, ces électrons-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment une comparaison là, du nombre d'électrons et du nombre de protons qu'il faut faire pour comprendre ces exercices-là. Pour les autres propriétés, je vais y aller peut-être un petit peu plus rondement parce que ça se fait aussi plus rapidement. Quand on parle de l'énergie d'ionisation, premièrement, une petite définition, là, c'est l'énergie qui est requise pour arracher un électron de valence à un atome. J'insiste là, parce que c'est pas n'importe quel électron, là, c'est les électrons de valence qu'on peut arracher, okay, avec ces énergies-là. Et en fait, nous autres, on va étudier ceci, puis ça peut s'appliquer après ça aux électrons de cœur, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'on va voir ça. Et si on regarde ça, c'est si la charge effective est grande, ben, il va être difficile d'arracher un électron parce qu'il est mieux retenu par le noyau. Donc, ça reste toujours le même type d'analyse par après. On se demande, la charge effective, est-ce qu'elle est grande ou elle est petite? Et après, on se pose la question, est-ce que le phénomène est facile ou non? Donc ici, si on a de la misère à arracher l'électron, bien ça nous donne une grande énergie d'ionisation. Quand c'est possible, quand l'atome en a plusieurs, on peut arracher plusieurs électrons de valence, puis on les arrache un à la fois. L'atome devient +1, +2, et ainsi de suite. Puis ce qu'on va voir, c'est que c'est toujours de plus en plus difficile d'arracher le prochain électron, parce que
il va rester un noyau avec le même nombre de protons, mais quand il y a de moins en moins d'électrons, mais ceux qui restent sont plus proches, sont plus attirés, sont donc plus difficiles à arracher à ce moment-là. Ce que j'écris ici, là, arracher un deuxième électron est plus difficile que d'arracher le premier, et ainsi de suite. On peut voir ceci sur le tableau le tableau 6.3. Vous avez un tableau aussi avec plein de chiffres. Là, faut savoir regarder lesquels pour comprendre, entre autres, sortir quelques informations là-dessus. Vous avez ici les énergies en kilojoules par mol que ça prend pour arracher un électron. Quand vous avez I1, c'est le premier électron de l'atome. I2, c'est le deuxième électron. Le I3, c'est le troisième, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut voir, par exemple, si je reprends mon lithium jusqu'au fluor, ce que je disais tout à l'heure, tantôt je disais que la charge effective augmentait du lithium vers le fluor. Ben, ce qu'on voit aussi, c'est que pas mal linéairement, l'énergie d'ionisation augmente vers le fluor aussi. Donc, c'est plus difficile d'arracher un électron au fluor qu'au lithium parce que la charge effective du fluor est plus grande. Donc, on voit ici la tendance qui augmente là, et ça fit directement avec la charge effective du noyau. Fait que on va pouvoir visualiser ceci dans les lignes du tableau périodique. Puis si je regarde aussi, si je reprends le lithium, par exemple, vous voyez que la première ionisation, c'est 520 kJ par mol. La deuxième, c'est un grand saut énergétique, c'est plus que 10 fois plus. Là. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que le lithium, en fait, on peut arracher un électron de valence, mais c'est son seul électron de valence qui lui appartient, un S2, 2S1. Là. Donc, puisque c'est son seul électron de valence, si je veux arracher le deuxième, je suis obligé d'aller piger dans ce qu'on appelle les couches de cœur. Et les électrons de cœur sont nettement plus difficiles à arracher que les électrons de valence. Puis on va voir cette tendance que je viens de vous dire là dans les autres atomes aussi, tout dépendant combien d'électrons de valence ils ont. Et le beryllium, lui, a 2 électrons de valence. Ce qu'on voit, c'est que les deux premières énergies sont dans des ordres de grandeur semblables. Mais dès que je vais au troisième, là, j'ai un grand saut énergétique parce que je commence à piger dans la couche de cœur. Donc, les électrons de valence sont vidés. Le bar ici a 3 électrons de valence. Donc, les 3 premiers dans des énergies, bon, ça augmente, là, mais c'est encore une fois un saut marqué quand on commence à aller dans la couche de cœur. Et le carbone, 4 électrons de valence. Donc, on peut en enlever 4, mais le cinquième a une énergie là, épouvantable. Donc, vous allez voir que les valeurs ici, là, dans cette diagonale que je suis en train de vous pointer, représentent le premier électron de cœur. Donc, on peut aussi visualiser les électrons de valence des atomes à l'aide de leurs énergies d'ionisation. Donc, ça, c'est une autre utilité qu'on peut avoir de ceci. Donc, ceci étant dit, là, je pense que c'est assez pour cette propriété-là. Si je parle de l'affinité électronique, vous allez voir, c'est très semblable, mais comme un peu le phénomène inverse, là, l'affinité électronique, c'est l'énergie qui est impliquée lorsqu'un atome neutre, j'insiste là, un atome neutre accepte un électron pour devenir -1, donc en charge -1. Et si on regarde les valeurs du tableau 6.4, plus la valeur est grande, plus l'atome va avoir une facilité d'accepter un électron. On dit donc qu'il y a une grande affinité électronique. Donc, justement, plus la charge effective est grande, plus il va être facile pour un atome d'attirer un électron qui provient de l'extérieur. Ce qu'on voit sur ce tableau-là, on voit qu'entre autres, les valeurs deviennent grandes quand on parle du fluor, du chlore, du brome, là, qui, eux, ont des grandes charges effectives, donc on a une grande affinité électronique, alors que le lithium et le beryllium ont très très peu d'affinité électronique. Ce qu'on peut voir avec ce genre de tableau-là aussi, c'est que les métaux n'ont pas tendance à accepter des électrons. Okay? C'est pas leur job, mais les non-métaux vont être bien meilleurs pour accepter des électrons parce que eux, selon leur configuration électronique, là, ont quelques électrons ou un seul à accepter pour compléter leurs orbitales P. Donc, on voit ici que l'affinité électronique est plus grande du côté non-métal que du côté métallique. Donc, comme je vous dis, on peut aussi s'arrêter à ceci. Là, c'est encore une fois rapport à la charge effective. Et si je termine avec l'électronégativité, comme je vous disais, l'électronégativité, c'est une capacité à attirer les électrons qui sont partagés dans une liaison covalente. Là, je fais une définition de l'électronégativité, mais ça va avoir un grand impact pour plus tard
Donc, vous allez voir que dans les chapitres 8 et 9, on va utiliser l'électronégativité pour analyser les propriétés des composés chimiques. Ça va avoir un impact majeur, donc l'électronégativité, là. Pourquoi? Parce que ça définit ce qu'on appelle la polarité des liaisons. Puis, à ce moment-là, ça va nous permettre, là, comme je vous dis, de prédire pas mal de propriétés des composés chimiques, une fois qu'on va avoir travaillé leur structure là, dans le chapitre 7 et 8. Donc, rendu dans le chapitre 8 et 9, on va commencer à travailler beaucoup avec l'électronégativité pour prédire des propriétés. Ça a de l'influence sur quoi, l'électronégativité et la polarité des liaisons? Mais par exemple, ça a de l'influence sur la solubilité, la capacité d'un solvant à solubiliser des solutés, ou la capacité d'un soluté à être solubilisé par un solvant. Okay, on peut le voir dans les deux côtés. On peut aussi analyser à l'aide de l'électronégativité la capacité à faire des réactions chimiques. On peut prédire des états qui sont soit solides, liquides ou gazeux. Pourquoi l'eau, H2O, est liquide? Bien, ça a un lien avec sa forme géométrique et à la polarité de ses liaisons. Donc, l'électronégativité rentre dans cette analyse-là. On va pouvoir déterminer aussi le caractère ionique ou covalent d'un composé. Comme on a fait en nomenclature, je disais quand il y avait un métal, c'est un composé qui est ionique. Bien, c'est parce qu'il va y avoir des différences d'électronégativité qui sont très grandes entre les atomes liés. Et à ce moment-là, ben, on peut définir si c'est un caractère ionique ou covalent. C'est quelque chose qu'on peut faire avec l'électronégativité aussi. Puis, on peut même aussi arriver à prédire, ou au moins prédire une tendance dans les températures de fusion puis les températures d'ébullition de certains composés. Donc, cette propriété-là va nous aider beaucoup. La manière qu'elle fonctionne, c'est que, encore une fois, plus la charge effective est grande, plus un atome va être électronégatif, puisque c'est la capacité à attirer des électrons, mais dans une liaison covalente. Puis je dirais aussi, plus l'atome est petit, plus il va avoir tendance à attirer de façon efficace. Là. Ce qui fait que vous avez ici un tableau de ce qu'on appelle l'électronégativité selon Linus Pauling. Linus Pauling est un chimiste émérite là, dans l'histoire, là, puis il a travaillé sur plein de choses, puis entre autres, l'électronégativité, ça a été un travail important pour lui. Il avait mis sur pied une formule qui va traduire cette force-là en chiffres simples. Comme je vous dis, c'est une formule là, qui va tenir, entre autres, là, de la charge effective en tant que telle, puis de la distance entre les deux atomes qui sont liés, et de la taille des atomes en tant que tels qui sont liés. Et c'est traduit par des chiffres là, qui sont ici des chiffres à une décimale. Ce qu'on peut voir, c'est que le fluor est l'atome le plus électronégatif du tableau périodique. Là. Il va attirer les électrons de son côté dans une liaison de façon très, très efficace, alors que les métaux vont avoir une électronégativité très très faible. Ça, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils vont avoir même de la misère à faire des liaisons covalentes, puisqu'ils vont céder leurs électrons au lieu de les partager. Donc, un atome qui a une faible électronégativité va avoir tendance à donner rapidement ses électrons, puis il va même faire des composés ioniques à cause de ça. Alors que ceux-ci, quand on mélange, par exemple, de l'oxygène puis du carbone, ils ont des électronégativités qui sont sensiblement là, rapprochées, bien, ils vont avoir tendance à partager au lieu de céder, parce que les deux veulent garder leurs électrons, fait qu'ils vont trouver un terrain d'entente là, pour pouvoir faire un partage à la place. Alors que si on met, par exemple, du chlore avec du sodium, bien, le sodium, lui, va perdre son électron parce qu'il y a une très, très faible capacité à le garder, et le chlore a une trop forte capacité. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on fait la différence entre les chiffres d'électronégativité. Puis si la différence est plus grande que 1.7, là, on se rend compte que c'est une frontière là, qui fonctionne assez bien. Quand la différence est plus grande que 1.7, on considère que le métal va avoir cédé son électron ou ses électrons à l'autre atome. Et qu'à ce moment-là, on n'est pas en présence d'une liaison covalente, mais on est en présence d'un composé ionique. Donc, comme je vous dis, là, cette différence-là de 1.7, on pourra la réexploiter dans le chapitre 7, 8, 9 aussi, pour analyser des situations où est-ce qu'on vous demande de parler des propriétés physiques et chimiques là, des composés chimiques en tant que tels. Ceci étant dit, c'est amplement suffisant pour cette capsule. Elle est assez longue, là, mais ça fait un bon tour là, des propriétés périodiques, toujours en lien avec la charge nucléaire effective. Là, donc, commencez toujours à analyser ceci. Et c'est ce qui va vous aider à vous démêler dans les propriétés périodiques. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.